Voilà, ça y est, on y est. Super. Bah, merci beaucoup pour la patience de tout le monde. Voilà, allez, reviens et on va pouvoir commencer. Voilà. Bon, bonjour. Désolée pour ces ralentissements là. Bon, alors, on a le plaisir d'inviter et d'entendre Bouddha Etemad, qui est professeur émérite alors dans l'ordre de l'Université de Genève et également de l'Université de Lausanne. Bon, je pense que je n'ai pas présenté de façon très détaillée Bouddha Etemad. Hein, c'est un professeur d'histoire économique qui a beaucoup travaillé sur et avec le chiffre. On peut dire aussi pour le chiffre, parce que ça a été vraiment dans l'équipe de Paul Béraud, par exemple, hein, un outil, ce chiffre, hein, qui a toujours été utilisé comme justement comme objet d'histoire. Et puis voilà. Alors, Bouddha et Théma, on a perdu assez de temps, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser la parole, vraiment en vous remerciant pour accepter cette date et puis d'intervenir à ce séminaire chiffrer et déchiffrer les empires. Et la parole est à vous. Merci Béatrice. Est-ce que tout le monde m'entend? On entend très bien. Oui, très bien. Merci de m'accueillir d'abord, de l'invitation à participer à ce séminaire. Merci également Béatrice de m'avoir convaincu que ce que j'ai à dire sur l'approche adoptée dans certains de mes travaux peut avoir sa place dans ce séminaire. Donc, je suis censé faire un exposé assez long, 1 heure et quart. J'espère pas aller jusqu'à 1 heure et demie parce que ça va peut-être un peu trop traîner en longueur pour les personnes qui nous écoutent. L'attention baisse après un certain nombre de minutes, ça s'est établi. Donc, je vais faire cet exposé relativement court. Il est très concentré. Donc, je vais m'appuyer sur des notes que j'ai prises pour structurer mon propos. Alors, l'exposé est divisé en 2 grandes parties. La première partie est consacrée au poids et à la consistance des empires coloniaux et à l'aide d'une mesure. Ce sont des mesures basées sur des données de base. Alors, je ne veux pas prolonger ou m'attarder ou faire des digressions en citant mes ouvrages, mais disons que pour les données de base sur lesquelles je me suis appuyé pour évaluer le poids et la consistance des empires, c'est principalement dans un ouvrage qui date de 2000 et qui s'appelle La possession du monde. Ça, c'est pour la première partie. La seconde partie est dédiée à des liens éventuels entre colonisation et destinée de certaines ex-possessions européennes, et ces liens sont saisis à travers un rapport chiffré. C'est un rapport terre-homme. Alors j'aurais pu évidemment retenir d'autres aspects. Mais ces deux-là que je viens de mentionner ont l'avantage d'être complémentaires. Et nous allons voir dans quelle mesure. Alors, comme le sous-titre du séminaire le laisse entendre, il sera question de statistiques coloniales. Mais surtout de l'utilisation de ces statistiques coloniales et dans quelle mesure
cette utilisation peut nous inspirer. Alors, c'est évident que beaucoup d'historiens ont utilisé, dans le cadre de leurs travaux, des statistiques coloniales, et ce depuis longtemps. Euh, Avec le temps, ces historiens ont appris à en déterminer la portée et les limites. Le plus souvent, leur attention s'est concentrée sur des thèmes particuliers, à une couverture chronologique, géographique étroite. Là où je veux en venir, c'est, comment dire, quel est mon profil académique ou quel, comment est-ce qu'on peut me présenter comme chercheur? Et pour ça, évidemment, je dois remonter, vu mon grand âge, je dois remonter assez loin dans le temps, une cinquantaine d'années à peu près. Euh, et c'est l'occasion très rapidement de rappeler le milieu académique dans lequel j'ai été formé. Ça m'a, la première chose qu'il faut dire, c'est que ça m'a poussé à voir grand. Donc, pas tellement de singularité, de particularisme, de couverture chronologique ou géographique étroite, mais plutôt grand. C'est-à-dire de considérer les sujets plutôt, dans la mesure où c'est possible, leur totalité, en les plaçant dans une perspective comparative. Je pense que la comparaison ici est très importante, et puis retenir aussi la longue durée. Euh, Béatrice a eu l'amabilité de rappeler que j'ai fait partie à l'Université de Genève d'une équipe qui était dirigée par Paul Béroc, et que dans cette équipe, il y avait certaines choses étaient très valorisées. Alors, c'était évidemment la récolte des données, leur homogénéisation et leur traitement. Et je me souviens comme assistant de recherche, et cela remonte, comme je le dis, à une cinquantaine d'années, j'ai participé à la constitution de ce que l'on pourrait appeler, et qui a un petit peu passé de mode, je dois dire, de banques de données, des sortes d'annuaires statistiques rétrospectifs. Euh, voilà pour mon profil. Donc, lorsque, vers la fin des années 1980, je me suis tourné vers le phénomène colonial, euh, je l'ai abordé avec l'approche qui m'était familière. Si bien que j'ai commencé par récolter des chiffres. J'ai récolté des chiffres de base sur la superficie, sur la population. Je l'ai fait pour les 8 métropoles européennes, plus les quelques 160 colonies, et ce pour certains points d'ancrage chronologique sur lesquels je peux, si vous le désirez, par la suite m'attarder pour expliquer pourquoi j'ai choisi ces dates. Je vous les donne, il y en a 5, donc 1760, 1830, 1880, 1913 et 1938. Au total, ça fait 1700 données. Puis j'ai complété ce matériel en réunissant les dates, les dates de début et de fin de la domination européenne pour chacune des quelques 160 possessions d'outre-mer afin de déterminer ce qu'on pourrait appeler leur durée de vie. Et j'ai regardé ce que donne ce matériel, ce qu'il peut révéler, ce dont il rend compte. Et on voit deux choses, une ambivalence. D'un côté, ces édifices coloniaux sont massifs. Il y a un caractère massif qui apparaît à travers ces chiffres pour ces empires coloniaux, mais en même temps, et c'est là l'ambivalence, leur extrême fragilité. Donc un mot sur
cette démesure de la première à la dernière manifestation de l'expansion coloniale européenne, c'est-à-dire de 1415, avec la prise de Ceuta, ville nord-africaine qui est située en face de Gibraltar et qui a été prise par les Portugais, qui étaient engagés dans une croisade contre l'islam. Et puis, la dernière manifestation de l'expansion européenne, elle est habituellement identifiée à la mainmise par l'Italie fasciste sur l'Éthiopie à la fin des années 1930. Les empires se sont étendus, si on le calcule de cette manière, évidemment, sur environ 70% des 136 millions de kilomètres carrés des terres habitées de la planète. Autrement dit, aujourd'hui, c'est 2 tiers de la population mondiale qui a un passé colonial, soit en tant qu'ex-colonisateur, soit en tant qu'ex-colonisé. Ça, c'est pour l'édifice colossal que constituent les domaines impériaux. Mais d'un autre côté, ces chiffres également révèlent la lenteur de constitution de ces empires et surtout la rapidité de leur écroulement. Cette dernière observation sur la rapidité de l'écroulement des empires vaut surtout pour les colonies dites d'exploitation d'Asie et d'Afrique, mais pas pour les colonies dites de peuplement européen, d'Amérique et d'Océanie, que je propose de garder ici en arrière-plan. Ces colonies de peuplement européen vont réapparaître, mais disons qu'elles ne sont pas au devant, elles ne figurent pas au devant de la scène dans mon exposé. Alors, pour essayer comment dire, de saisir la lenteur de constitution des empires, il faut suivre, ce qui n'est pas facile avec des chiffres, il faut suivre l'évolution de la portion de territoire et de la fraction de population effectivement sous domination formelle. Donc, c'est un exercice qui consiste à déterminer pour chacun des 5 points chronologiques mentionnés et pour chacun des quelques 160 territoires annexés, le degré, entre guillemets, de contrôle du colonisateur sur l'espace et sur les hommes. Alors, juste à titre de rappel, dans la littérature spécialisée, on considère habituellement que la date de création d'une colonie correspond à celle de l'arrivée du premier gouverneur et la date de sa disparition à celle du dernier gouverneur en place. Or, cet exercice mentionne, que je viens de mentionner, révèle le plus souvent que les conquêtes coloniales suivies d'opérations dites de pacification durent bien au-delà des dates, entre guillemets, officielles de création des colonies. Quelques exemples ici, vous les connaissez probablement, mais c'est bon de les rappeler pour souligner que l'emprise coloniale prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Une vingtaine d'années au Sri Lanka, excellent, et en Indochine, une trentaine en Algérie, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou à Madagascar, un demi-siècle au Nigeria. 70 ans, 70 parce que je suis à Genève, en Angola et au Mozambique. Dans le cas des territoires très étendus, c'est plus encore. La constitution des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, prend plus de 80 ans, de 1830 à 1913. Celle de l'Inde britannique, qui inclut l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie, qui est le Myanmar aujourd'hui, plus d'un siècle, des années 1750 aux années 1850. Donc, vous avez un écart qui peut être ainsi évalué.
vous avez un écart entre les prétentions métropolitaines et le contrôle effectif des domaines investis. Et à partir de là, à partir de ces chiffres, c'est ce que je disais tout à l'heure, en quoi ils peuvent, en les récoltant, nous inspirer. À partir de là, vous pouvez vous interroger sur les causes éventuelles de cet écart. Alors, je vous en cite quatre qui apparaissent dans l'historiographie en très bonne place. Les obstacles topographiques et climatiques, évidemment, ces facteurs se combinent. En deuxième lieu, l'hostilité des populations en voie d'assujettissement et la résistance au choc extérieur des structures socio-économiques en place. Et en dernier lieu, la modestie des moyens en hommes et en matériel engagés par le colonisateur, soucieux de limiter les coûts d'implantation. On peut se demander d'autres choses au vu de ces écarts. On peut se demander si, selon les lieux et les phases, le joug colonial pèse d'un même poids. C'est une possibilité à laquelle fait aussi penser la variabilité de la durée de vie effective des colonies. Vous avez des colonies qui sont sous domination formelle pendant très longtemps, et vous en avez d'autres, par contraste, qui le sont durant une phase relativement courte. Et donc, c'est une manière de se poser la question sur la portée et les limites de la pénétration coloniale, si vous voulez. Alors, il y a un auteur qui s'est intéressé à ça dans les années 1960, peut-être que vous en avez entendu parler. Bon, il est français, donc peut-être, hein, Jacques Berck, arabisant, spécialiste du Maghreb, et il réfléchissait déjà dans les années 1960 à la portée et sur les limites du phénomène colonial, et il écrivait, il avait une magnifique plume. Il parlait d'ampleur d'engouffrement. Et voilà ce qu'il disait. Malgré l'ampleur extraordinaire, la force, le ravage, il reste des zones, soit géographiques dans un même pays, soit sociales dans une même société, soit mentales dans un même individu, qui sont moins touchés, voire indemnes. Ce que Jacques Berck appelait donc l'ampleur d'engouffrement de la colonisation, évidemment, ne se laisse pas mesurer aisément. Mais on peut avoir des doutes. On peut douter que cette ampleur d'engouffrement soit la même, par exemple, à Cuba, sous domination coloniale pendant près de 4 siècles, et en Afrique occidentale, dont la mise en exploitation coloniale dure une quarantaine d'années. On peut se poser la question. Nous retrouverons cette question du degré de pénétration coloniale dans la seconde partie. Avant cela, je vous propose très rapidement de prendre la mesure de la fin des empires. Elle est très rapide. En moins de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des colonies d'Asie et d'Afrique gagnent leur indépendance. Il y a quelque chose qui laissait prévoir ça. Et ce sont les données démographiques. Les données démographiques laissaient prévoir une telle précipitation, totalement inattendue à l'époque, et qui parfois a pu prendre des allures de débandade. C'est que par obligation et par calcul, le colonisateur européen s'est résolu à dominer l'Asie et l'Afrique avec une présence entre guillemets blanche,
numériquement insignifiante. Une présence particulièrement faible en Asie avec 0,1% et en Afrique subsaharienne avec 0,4% du total des populations sous domination formelle. Aussi, la cause essentielle de l'écroulement rapide des empires, c'est l'insuffisance du peuplement. D'autres chiffres, tirés en partie de statistiques coloniales, illustrent cette absence d'enracinement. Du début du XVIe siècle au milieu du XXe siècle, l'expansion ultramarine de l'Europe permet l'émigration de quelques 70 millions d'habitants du vieux continent. Imaginez l'histoire de l'Europe sans la possibilité, entre le début du XVIe et la moitié du XXe siècle, d'envoyer 70 millions de ses habitants dans des territoires lointains. Or, à une très grande majorité, ils choisissent d'aller en Amérique, 85%, et en Océanie, ou dans le Pacifique, comme vous voudrez, 7%. 92% des Européens, des 70 millions d'Européens qui émigrent, ne vont ni en Asie, ni en Afrique. Ces chiffres renvoient à la vieille opposition, je vous ai dit qu'on allait les retrouver, entre colonies de peuplement et d'exploitation. L'indépendance des pays de peuplement européen d'Amérique, des États-Unis, le Canada, et d'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, ou d'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, s'effectue sous la houlette du colonna blanc, entre guillemets, sans destruction des structures coloniales. C'est la victoire du colonna blanc. Une forte immigration européenne y submerge des populations autochtones clairsemées. Il faudra retenir ces éléments parce que tout à l'heure, nous allons, et c'est ce que je vous propose, de parler de l'Algérie. Et nous ne retrouverons pas ces éléments. Donc, à titre de contraste, des populations autochtones clairsemées se font submerger dans ces colonies de peuplement européens par ce que l'on appelait, entre guillemets, le péril blanc. Ces populations autochtones sont exterminées, refoulées dans ces pays dits neufs, ainsi que dans les pays d'Amérique latine, où les populations blanches, entre guillemets, se mélangent à des degrés divers avec les Indiens, les Amérindiens ou les Noirs descendants d'esclaves africains. Les Européens restent au sommet de la hiérarchie politique et sociale. Ainsi, la fin des empires dits anciens, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, marque le triomphe de la colonisation européenne. Elle ne peut être véritablement assimilée à une décolonisation. Et d'ailleurs, dans la littérature spécialisée, le terme de décolonisation est réservé à l'émancipation des peuples d'Asie et d'Afrique, ayant subi au XIXe siècle une emprise coloniale qui, dans la quasi-totalité des cas, ne s'est accompagnée ni n'a été suivie d'un peuplement européen significatif. Donc, l'écroulement des empires, si vous vous en tenez aux données démographiques, cet écroulement était prévisible. La décolonisation ne concerne que 3 à 4 millions d'Européens qui sont principalement des expatriés, qui doivent quitter des terres où ils n'ont pas l'avantage du nombre
leur repli forcé vers les métropoles est inéluctable, alors que le colonna blanc reste dans les Amériques et l'Océanie. Là, ils doivent partir dans la mesure où ils ne représentent que 1% des populations de l'Asie et de l'Afrique colonisées. Autrement dit, autrement dit, jusqu'à la décolonisation, les effectifs européens sous les tropiques forment ce que l'on appelle des isolats et non pas des communautés, pas de véritables communautés. Alors il y a une exception. Sur le continent africain, vous me voyez venir, je pense, sur le continent africain se forment des noyaux de colonna blanc. Je vais appeler blanc, puis je vais cesser de dire à chaque fois les guillemets. Concentrés dans des zones relativement tempérées. Alors, trois principales colonies, il y en a un certain nombre, je ne vais pas toutes les citer, mais les principales, Algérie, Zimbabwe, ça veut dire l'ex-Rhodésie du Sud, et l'Afrique du Sud, bien entendu. Et avec ces cas, nous entrons dans la seconde partie de l'exposé. Ces colonies sont appelées parfois mixtes et elles ont une identité particulière qui donne à leur destinée un caractère dramatique. L'enracinement de populations européennes attachées à la terre fait que l'émancipation des colonisés ne peut s'effectuer dans ce type d'implantation que dans la violence et ou tardivement. Ça, c'est une caractéristique. Prenez l'exemple du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. En ex-Rhodésie du Sud, l'indépendance intervient en 1980 suite à une guerre de libération nationale. En Afrique du Sud, le démantèlement de l'apartheid est obtenu en 1991, de haute lutte. Mais il y a plus, et c'est ça la deuxième partie de l'exposé. Dans ces territoires à implantation blanche, la colonisation laisse un héritage compliqué, épineux, difficile. L'identité singulière de ces cas, qui les met à part, vient donc de leur hybridation. Et cette hybridation, donc, c'est le fameux rapport terre-homme. Cette hybridation peut être saisie à travers ce rapport. Je peux vous citer très rapidement les chiffres suivants vers 1938 en pourcentage. Un premier pourcentage, c'est la part des Européens dans la population totale. Le deuxième pourcentage, c'est la part des terres que les Européens arrivent à s'accaparer. Et pour les trois colonies mixtes principales mentionnées, et à titre de comparaison, ces deux indicateurs pour les colonies dites d'exploitation, entre guillemets, pures, c'est-à-dire pas les mixtes, toutes les autres. Alors pour l'Algérie, voilà ce que ça donne, 12%, les Européens constituent 12% de la population totale, mais mettent la main sur 35% des terres. Alors, il ne s'agit ni des terres cultivées, ni des meilleures terres, parce que si vous retenez les terres cultivées arables et les meilleures terres, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Mais on s'en tient au total des terres, sans le Sahara, évidemment, pour l'Algérie. Au Zimbabwe, le contraste est encore plus fort. Les Européens, c'est 3% de la population, ils mettent la main sur 50% des terres. Les champions de toute catégorie, c'est l'Afrique du Sud, avec 20% d'Européens sur 87% des terres. Et pour les colonies dites d'exploitation pure, vous avez les Européens
0,1% de la population et ils mettent la main sur 1,2% des terres vers 1938. Donc, c'est la caractéristique des colonies mixtes, c'est la présence d'un colonna européen numériquement non négligeable, mais minoritaire, qui, parce qu'il intervient au niveau de la production minière et agricole, s'approprie une fraction substantielle et disproportionnée, surtout disproportionnée, des terres en marginalisant et en appauvrissant la majorité autochtone. Alors, vous avez tout un processus, je le signale en un paragraphe, mais très très rapidement, que la littérature spécialisée étudie en long et en large. Vous avez deux populations dans les colonies mixtes, vous avez deux populations face à face, mais vous avez des inégalités. Inégalités devant l'impôt, devant l'accès au crédit. Vous avez d'un côté la spoliation foncière, toute une série de dispositions qui entravent la circulation, la liberté de circulation des indigènes, entre guillemets, et cela aboutit à une dégradation, et c'est voulu, à une dégradation de la situation des agriculteurs du cru qui doivent se plier à des conditions défavorables de travail et d'accès à la terre. C'est pour obliger la main-d'œuvre locale de s'engager sur le marché du travail et d'aller s'engager dans les exploitations dites blanches. Le succès du modèle mixte va reposer sur quelque chose de particulier, c'est la capacité du colonna blanc à infléchir la politique coloniale de mise en valeur en sa faveur. Ce type de colonie ne peut être rentable pour les propriétaires européens que si ces derniers obtiennent de l'État colonial d'être traités plus favorablement que les producteurs locaux qui sinon les concurrenceraient victorieusement. Je vais annoncer quelque chose sur lequel je vais revenir parce que c'est un parallèle que je ferai. C'est comparer les colonies mixtes africaines avec un type de colonie qui est dominant en Afrique, c'est les colonies que l'on appelle à économie paysanne. Si vous voulez, ce sont des colonies d'Afrique occidentale. Sénégal, Côte d'Ivoire du côté français, Nigeria, Ghana du côté britannique. Et les colonies mixtes se distinguent très nettement de ce type de colonie où domine quelque chose de très particulier qui n'existe pas évidemment dans les colonies mixtes. Vous avez dans les colonies dites à économie paysanne une association de paysannerie locale entreprenante et de firmes expatriées spécialisées dans l'écoulement de produits tropicaux sur le marché international. Et le troisième larron de cette association, ce sont les administrations coloniales, converties au paternalisme, freinant ou interdisant l'accès à la terre des Européens, empêchant par là la constitution d'un colonna blanc. Il y a des implications de cette forte opposition sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ce que je vous ai indiqué précédemment, puisque je m'adresse à un public francophone et hexagonal, j'ai pensé qu'il serait bon de m'attarder sur la colonie mixte qu'est l'Algérie française.
Alors, c'est un cas qui est particulièrement intrigant et pour comprendre la singularité, pour pas dire plus, de ce qui s'est passé en Algérie durant la colonisation, il faut faire une comparaison avec les colonies de peuplement d'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce on a voulu implanter en Algérie un type de colonie qui ressemble à celle qu'on appelle de peuplement agricole européen d'Amérique du Nord. Alors, la première chose à dire, c'est que ce choix de faire de l'Algérie une colonie de peuplement agricole sur le modèle de l'Amérique du Nord est en totale inadéquation avec la réalité du pays. Et évidemment, pour illustrer ça, il faut donner des indicateurs chiffrés, et puis on va voir lequel. C'est le but de l'exercice. Pourquoi ce choix a été fait? C'est un choix malheureux. Ce choix s'explique selon moi par le problème. Le colonisateur français a en Algérie un problème d'identification. Or, les différences de milieu sont tellement grandes que l'on s'étonne que la France ait pu imaginer faire de l'Algérie une colonie de peuplement à l'image des colonies nord-américaines. Comment un tel type d'implantation pourrait-il réussir? Évidemment, il n'a pas réussi. Alors que la combinaison de facteurs, et on y vient, la combinaison de facteurs qui assure le succès en Amérique du Nord de ce type de colonie ne se retrouve pas en Algérie. De tous les facteurs que l'on retient habituellement, la densité de peuplement est à mon sens le plus déterminant. Dans les actuels États-Unis, à la veille de l'arrivée des Européens, cette densité de peuplement tourne autour de 1 habitant par kilomètre carré. C'est un taux extrêmement bas, mais surtout caractéristique de sociétés de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs. Pas d'agriculteurs. Le fait qu'une grande partie des sociétés autochtones nord-américaines ne se composent pas d'agriculteurs va jouer à l'avantage d'un colonna blanc qui ne se trouve pas en situation de concurrence avec des producteurs locaux sur le marché de la terre et des terres agricoles. La réussite de la colonisation de peuplements agricoles européens en Amérique du Nord tient à d'autres facteurs, bien entendu. Mais celui-là, nous devons le garder à l'esprit. Euh, Elle tient au climat voisin de celui de l'Europe du Nord, à l'abondance des terres, à la nature des sols, mais surtout à l'absence de coexistence entre une population indigène constituée majoritairement de non-agriculteurs et un flot croissant d'immigrants européens. Cette absence de coexistence est accentuée en Amérique du Nord par le choc microbien qui décime rapidement une grande partie des autochtones. Et si les maladies épidémiques, si les exterminations ne suffisent pas à faire place nette pour le colonna européen avide de terre, il existe en Amérique du Nord d'immenses espaces au centre et à l'ouest pour refouler ce qui subsiste de tribus indiennes récalcitrantes. Rien en Algérie ne rappelle cette situation.
Au moment de sa conquête par la France, le territoire algérien utile, entendez par là sans le Sahara, a une densité moyenne de peuplement qui s'élève à 14 habitants au kilomètre carré, soit un niveau caractéristique d'une économie d'agriculteurs. Contrairement aux tribus indiennes d'Amérique du Nord, la population autochtone d'Algérie ne peut être exterminée, vu son importance numérique, ni repoussée hors de ses zones habituelles d'existence, faute d'espace, de fuite disponible. Vous avez donc la relative épaisseur démographique de l'Algérie et de l'autre la consistance de ses structures socio-économiques qui font que d'un bout à l'autre de la période coloniale, la population européenne, et on y revient, y restera numériquement bloquée à 12% au maximum. Et cette population sera dépendante économiquement d'une main-d'œuvre indigène avec laquelle elle entre en concurrence dans le secteur de la production agricole. On a pu croire un moment que le même processus qui a pratiquement fait disparaître les populations autochtones d'Amérique et d'Océanie s'était enclenché en Amérique du Nord. En effet, un demi-siècle d'affrontements armés, acharnés, et de pression sur les structures socio-économiques en place en Algérie entraîne une diminution de sa population. Et dans le même temps, vous avez un accroissement de l'immigration européenne. Le nombre d'Européens implantés dans l'ex-régence augmente, mais jusqu'aux années 1870 seulement. Vous avez donc d'un côté le recul des effectifs indigènes, entre guillemets, et la croissance concomitante du colonnat d'origine européenne. Et ça fait grimper la part de celui-ci dans la population totale de l'Algérie. Il passe donc de 1% au départ à 10% un demi-siècle plus tard. Mais, et ça c'est une différence essentielle, contrairement à la plupart des populations autochtones d'Amérique et d'Océanie, celle de l'Algérie va se relever. Ce relèvement, aussi rapide qu'inattendu, brise le rêve des colons de se substituer aux indigènes, mais ne les dissuade aucunement de faire de l'Algérie leur bien exclusif. Une fois terminée la conquête, une fois muselée la résistance arabe, les colons se comporteront comme s'ils vivaient dans une colonie agricole de peuplement européen, alors que l'Algérie n'en possède aucun des attributs fondamentaux. Les colons, pourtant, ne parviendront pas à se fixer au sol et s'engager dans l'agriculture vivrière, en dépit du fait que l'Européen, pour son entretien, alors il y a quelques années, un livre était sorti, publié à Paris par le regretté Henri Lefebvre, je crois, si je ne me trompe pas sur son prénom, qui s'appelait Chère Algérie, dans les deux sens du terme. Chère au cœur et chère au portefeuille, si vous voulez. C'est évident que les colonies mixtes coûtent cher. Parce que ce que l'on dépense, c'est pour le colonnat blanc, pour le soutenir. Sinon, il ne tiendrait pas à la distance, si je peux dire. Donc, pour son entretien et pour son mode de vie, l'Européen coûte plus cher que l'indigène. Les faibles coûts de la production autochtone ces faibles coûts vont rendre illusoire toute concurrence européenne. Malgré cela, le dessein, le but
français en Algérie après les années 1870 reste, selon moi, contre toute logique, l'enracinement dans tout le pays d'une petite ou moyenne paysannerie dite blanche. Pas la grande propriété foncière, mais une petite et moyenne paysannerie. Cette situation révèle le contraste entre la pérennité, la confiance en soi du colonat majoritaire nord-américain et la vulnérabilité et le sentiment de précarité qui habitent les colons minoritaires d'Algérie, toujours en quête de soutien métropolitain. De cette situation naît ce qu'un auteur appelle un flottement identitaire que nul n'a plus intensément ressenti qu'Albert Camus dans Le Premier Homme, son dernier roman interrompu par la mort. Et je vais paraphraser, juste pour terminer la présentation du cas algérien, je vais paraphraser Camus. Les hommes, a-t-il écrit, les hommes venus d'ailleurs, peupler l'Algérie, sont habités par l'obligation de vivre dans l'instant. Parce que leur avenir reste problématique. Ce sont des gens de l'éphémère qui s'accrochent passionnément à cette terre comme une patrie de hasard où ils se sont installés sur la branche et dans le provisoire. Le triomphe du colon en Algérie n'a visiblement pas le même lustre que celui de son homologue en Amérique du Nord. Ici, en Amérique du Nord, il est éclatant, éclatant et irrévocable. Là, en Algérie, il est conditionnel et friable. Je vais conclure, si vous voulez bien. La conclusion est longue, donc pendant encore pour une dizaine de minutes peut-être, mettre votre patience un petit peu encore à l'épreuve. Et en posant la question en guise de conclusion, euh, à celle qui pourrait être au cœur de ce séminaire, enfin c'est comme ça que moi je l'ai compris, euh, que vaut l'exercice qui consiste à déchiffrer les empires en les chiffrant? Alors, pour ma part, je pense qu'il est prometteur, que c'est un exercice qui peut se révéler prometteur. Les statistiques coloniales, je l'ai laissé entendre, nous éveillent à la fragilité des empires d'Asie et d'Afrique, ainsi qu'à l'ambiguïté de leur héritage. Elles nous incitent à prêter plus d'attention aux dissimilitudes qu'aux ressemblances des situations coloniales. Elle laisse penser qu'en Asie et en Afrique, des entités au départ de nature dissemblable, engagées dans des dynamiques et politiques différentes, ne peuvent réagir de façon uniforme aux diverses formes de pénétration européenne, ni donc partager aujourd'hui le même legs colonial. Elle suggère que la relation entre expérience coloniale et destinée postcoloniale dépend moins de l'identité du colonisateur, de son niveau de développement, de ses institutions ou de ses valeurs culturelles, que des conditions initiales dans les régions investies, milieu naturel, poids des hommes, consistance des structures sur place. Autrement dit, les facteurs internes compteraient autant, si ce n'est plus,
que les facteurs externes. Les statistiques coloniales permettent de dresser une typologie des possessions européennes d'outre-mer. La prise en compte de celles-ci contribue à comprendre la diversité et l'inégal succès des expériences de croissance après les indépendances. Et je terminerai donc sur l'opposition qui a été signalée tout à l'heure en Afrique entre colonies à implantation blanche et colonies dites à économie paysanne. Dans les colonies à implantation blanche, la colonisation laisse à la majorité autochtone de la population un héritage problématique en ce sens que les investissements y sont réduits dans le capital humain. Et les colonies mixtes, les colonies à implantation blanche, Algérie, Zimbabwe, Afrique du Sud, se caractérisent par une inégalité extrême dans la distribution des richesses. Remarquez, c'est encore le cas au Zimbabwe, en Afrique du Sud, qui passent pour des entités où l'inégalité des richesses est parmi les plus inégalitaires du monde. Ces colonies mixtes se révèlent moins bien outillées que les colonies à économie dite paysanne d'Afrique occidentale pour relever les défis du développement à long terme. Les fortes inégalités, non pas seulement de revenus, mais également de statut, ainsi que les tensions permanentes que la colonisation induit entre les différents groupes de population, persistent après la décolonisation et compliquent les tâches de développement en affaiblissant la cohésion sociale. Je terminerai par citer les résultats d'une étude récente. Cette étude compare l'évolution de plusieurs pays africains sur une période de près d'un siècle et en retenant deux groupes. Le premier groupe réunit d'anciennes colonies à implantation blanche et le second groupe d'anciennes colonies dites paysannes. Et cette étude, en comparant l'évolution de ces pays classés dans deux groupes, révèle que leur capacité à combattre la pauvreté varie en fonction du type d'implantation qu'ils ont connu. Dans le premier groupe de pays, à savoir les colonies donc dites mixtes à implantation blanche, dans le premier groupe, la politique coloniale d'investissement dans les infrastructures de base joue un rôle déterminant dans la distribution des richesses. Si celle-ci y est particulièrement inégalitaire, c'est parce que les équipements de base sont mis en place pour servir les activités productrices monopolisées par la minorité blanche. Alors que dans les colonies dites paysannes, ces mêmes équipements de base soutiennent les cultures d'exportation développées par des producteurs autochtones entreprenants. En choisissant, comme le proposent les auteurs de l'étude, la mortalité comme indicateur de la pauvreté, il apparaît que celle-ci, la pauvreté, diminue plutôt dans le second groupe de pays, c'est-à-dire dans les pays à économie dite paysanne, que dans le premier, à savoir les colonies mixtes. Autrement dit, et ça sera le mot de la fin, la pauvreté recule précocement là où, durant la colonisation, les Africains restent propriétaires des moyens de production, et tardivement là où le colonat européen s'approprie une fraction disproportionnée des richesses.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Annick Lacroix est obligée de nous quitter, c'est dommage. Voilà. Merci pour cet exposé hein, qui était, je crois, très très riche et qui nous a permis de voir à la fois, c'est pas tant l'intérêt finalement du chiffre, parce qu'on est un peu convaincu que l'intérêt d'une approche très globale en réalité, de croisement de ce type je ne passe mot, mais modèle, en fait, hein, une situation que le chiffre ou que les chiffres permettent de bien caractériser et de bien distinguer. Donc voilà, ça c'est sans doute un aspect qu'on a peu abordé au cours des séminaires, parce que jusque-là, ça se trouve comme ça, mais et d'où vraiment le grand intérêt de votre intervention là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, en réalité, les séminaires ont été davantage consacrés à des cas, des études de cas, des études géographiques, des études de cas aussi de type de statistiques qui auraient pu être produites et dont on a évidemment examiné les limites, hein, toujours avec un regard très critique. Et là, vraiment, on franchit un pas avec cette globalisation finalement et qui montre aussi toute la richesse du chiffre, alors qu'on aurait pu penser justement que le chiffre était complètement évaporé quand on approchait, quand on abordait des grandeurs très, très générales. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va peut-être, Emmanuel, je ne sais pas si tu veux commencer ou Oui, Mathilde. alors, Alors, juste je dis, s'il y a des questions en ligne, je regarde le chat, donc vous n'hésitez pas, hein, ceux qui sont à distance, et vous êtes assez nombreux, n'hésitez pas à les poser et je m'en ferai l'ambassadrice. Enfin, voilà. même peut-être Et les qu'on poser on par la peut dire à suite. ceux qui sont à distance que si vous voulez poser une question, vous la posez directement, vous branchez votre caméra et vous posez votre question, hein. Je pense qu'il y en aura effectivement. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très stimulant. En fait, moi, j'ai des petites questions qui sont des questions de précision sur certains termes et puis sur sur l'évolution historiographique. Alors, votre conclusion m'a beaucoup amusée parce que est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai entendu dans la fin de votre conclusion, vous m'entendez bien? Je peux enlever mon masque aussi, hein, si ça gêne. Oui, 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 je vous entends bien. D'accord. Il m'a semblé entendre à la fin de votre conclusion un démenti, en fait, une récusation de ce qui a été démontré par le prix Nobel d'économie de cette année, Daron Acemoglu, d'ailleurs c'est l'année dernière plutôt, qui au contraire, lui, essaye de démontrer que le destin des territoires qui ont été colonisés dépend du nombre d'Européens qu'il y avait, et vous montrez exactement l'inverse, en fait. Je me trompe ou pas? Oui, non, 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 vous avez raison, c'est ce qu'il dit. Euh, Ouais. mais il se réfère aux colonies de peuplement entre guillemets Ouais. pures Oui, oui. et pas aux Mais en fait, colonies et pas aux colonies mixtes. Au fond, si vous voulez, vous avez d'un côté les colonies dites d'exploitation, Asie, Afrique, et puis mhm, vous avez de l'autre les colonies dites de peuplement européen. Alors, on peut les appeler pures, et on peut ajouter agricole à peuplement. euh, européen, mais Acemoglu, lui, il s'intéresse aux colonies de peuplement, entre guillemets, pures d'Amérique du Nord et du Pacifique. Il ne s'intéresse mhm, pas aux colonies mixtes. Les colonies mixtes, c'est un mélange des mhm, genres pas très heureux, apparemment. Et ce qui m'a intéressé à travers les indicateurs sur lesquels j'ai travaillé, c'est que cette, cette mixité, au fond, donne des très mauvais résultats à terme. Euh, je pense que au, au fond, c'est ça. Et puis, des personnes comme Acemoglu qui ont suivi Engerman et Sokolov, parce que bon, on va pas entrer dans les petits détails, dans la cuisine, mais je dirais que je donnerais plus de crédit au modèle de Engerman et Sokolov que à celui de Acemoglu et compagnie, Johnson et compagnie. d'accord, merci. Non, ben, alors, je vous pose la question parce que j'appartiens à une équipe institution et dynamique historique de l'économie et de la société
qui inclut des économistes institutionnalistes depuis longtemps. Donc, c'est une des questions qu'on s'est posées l'année dernière par rapport au prix Nobel d'économie. Oui, Alors, bon, on est d'accord hein, sur cette question avec Acemoglu, qui montre aussi à quel point on se trompe quand on essaye de faire de l'histoire de la colonisation en ne regardant qu'un groupe d'acteurs, parce que c'est le problème fondamental aussi de son approche, de ne regarder que le groupe des Européens, de dire s'il y a des Européens, il y a des institutions autour d'eux, et voilà quoi. Donc, et c'est une approche complètement aberrante en fait sur le point. Alors, par contre, sur le fait que je comprends tout à fait pourquoi vous parlez de l'Algérie comme une forme mixte qui n'arrive pas à être une colonie de peuplement. Mais par ailleurs, il y a quand même un puissant courant historiographique à l'heure actuelle qui consiste à dire que ce que les anglophones appellent settler colonialism ou la colonisation de peuplement, c'est une forme de colonialisme complètement à part qui a des logiques et des fonctionnements qui sont très différents, donc qui reviennent en fait à une bipartition. Et j'aimerais savoir comment vous situez par rapport à ce genre de débat. C'est des débats qui sont assez intéressants quand même. Et ça a beaucoup porté effectivement sur le cas de l'Australie et sur la question de quelle est la dimension, quels sont les liens entre colonialisme et génocide, les Australiens ayant eu cette question-là de façon importante posée dans leur espace civique à partir des années 90. Donc ma question, c'est plutôt là-dessus, sur quelle part vous faites au settler colonialism. Est-ce que ces courants-là, oui, comment... oui, oui. Je pense qu'il faut en revenir aux données démographiques et puis aux caractéristiques du milieu. Hmm. L'Australie ne peut être catégorisée ou rangée qu'à côté d'entités comme la Nouvelle-Zélande, le Hmm. Canada ou les États-Unis. Donc, c'est vrai que l'Afrique du Sud peut également entrer dans une classification où on lui accolerait l'étiquette de settler. Mais c'est très différent. C'est très différent parce que il y a, il y a plus de population d'origine dans les pays de peuplement européen, disons classiques, comme l'Australie. Il y a plus de population d'origine, ou alors ils représentent, c'est insignifiant. Mais c'est valable aussi pour le Canada, pour les États-Unis et pour d'autres territoires, comme l'Argentine. Euh, C'est-à-dire que ce sont des expériences de colonisation où la place est nette. L'Européen en fait quelque chose à son image. L'Australie, c'est une invention de l'Europe, comme l'Amérique en est une. Mais vous ne pouvez pas dire que les colonies mixtes, que l'on range. Alors, c'est vrai que dans une certaine littérature anglo-saxonne, apparaissent sous la catégorie settler economies le Kenya, par exemple, à côté de la Rhodésie du Sud, ex-Rhodésie du Sud, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Mais le problème ici, c'est que les Européens sont confrontés à quelque chose qui n'existe pas dans les autres cas. Le colonna européen est confronté à des agriculteurs locaux qui cultivent la terre, qui sont plus concurrentiels sur le marché. Vous voyez, d'où la violence, d'où la brutalité, d'où également, par la suite, le legs épineux. Au fond, on ne peut pas comparer les colonies de peuplement européen avec les colonies dites d'exploitation d'Asie et d'Afrique. Et vous laissez de côté les colonies mixtes qui nous embêtent un peu, parce que Mhm. justement, ils sont hybrides. Mais
C'est pas possible de les comparer. Parce que d'un côté, vous avez la colonisation qui triomphe, puis de l'autre côté, vous avez la colonisation qui échoue. Si vous prenez la phase terminale, au fond, il n'y a pas de phase terminale de la colonisation en Australie, ni au Canada, ni aux États-Unis, parce que le colon blanc, il gagne, et surtout, il reste, alors que les pieds noirs, ils partent. Alors que plus de 80%, ils sont nés en Algérie, mais ils partent. Mhm. Ce pas des rapatriés, Mhm. ce sont des exilés. Donc, donc, vous avez, si vous voulez, vous pouvez faire deux catégories de settler economies. Mhm. Vous avez une catégorie qui inclut l'Australie, le Canada, les États-Unis comme modèle pur, et puis vous en avez une autre qui inclut le Kenya, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Algérie, et puis peut-être la Namibie, l'ex-sud-ouest africain, qui sont des colonies mixtes, avec la présence d'un colonna blanc, mais qui numériquement est minoritaire et Alors, n'arrive pas à submerger la population autochtone, parce que cette population autochtone est démographiquement étoffée, et parce que les structures socio-économiques en place résistent au choc extérieur, ce qui n'est pas le cas dans les autres entités, mhm. Australie, etc. Je pense qu'il y a Alors, une différence fondamentale. ouais, et il y a encore une autre catégorie qui est la catégorie où on met la Nouvelle-Zélande, parce que les Maoris, alors justement, tout ce qui est colonisation, colonialisme, dépeuplement, settler colonialism, une des choses qu'ils disent de façon forte, c'est résister dans ce cadre-là, c'est survivre en tant que peuple. Mais les Maoris, les Kanaks, la Kanaki Nouvelle-Calédonie et l'Afrique du Sud, où là, on a d'autres formes de décolonisation avec ou sans indépendance par rapport à l'ex-colonie, mais on a encore une autre catégorie là qui est en train de se constituer et on est en plein dedans, la France, parce que et c'est des questions très importantes. On voit bien aussi comment les chiffres là, on en a besoin non seulement par rapport à la démographie, mais parce que les chiffres, ils interviennent aussi dans les questions de référendum. Et on a une petite histoire avec ça en France, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, où on a bien vu comment le pouvoir hexagonal avait dû manipuler à un moment pour arriver à cette fin, parce qu'il était en train de perdre la main. Alors, encore une petite question, peut-être. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait créer une catégorie pour les colonies dites mixtes où la population européenne ne part pas, Ne reste, part pas, ouais, et où reste. ouais, Voyez, oui. ouais, et on a des cas comme ça et on voit comment, à quel Il point n'y en a ça. pas beaucoup, mais vous avez raison, il en existe, oui. Ouais. Euh, alors, toute petite question, puis après on passera la parole peut-être aux étudiants. Je pense ils ont des questions. Vous avez évoqué la notion d'isolat en disant que en fait les populations européennes dans la plupart des territoires colonisés d'exploitation c'était des isolats. La notion d'isolat, en fait, moi j'avais l'impression que c'était une notion qui apparaissait enfin démographiquement et qui était travaillée sur le plan anthropologique aussi, surtout dans les années 1960. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une notion plus ancienne? Il y a beaucoup de notions que je pourrais utiliser et qui sont très démodées. J'ai évité de dire le terme tiers-monde parce que j'aurais été totalement ringard. Plus personne ne parle comme ça aujourd'hui. Alors, par isolage, je voulais dire que c'était Ouais. principalement des hommes Mhm. d'un certain âge, d'une certaine classe d'âge, donc pas des très jeunes ni des très vieux, parce que Mhm. les très jeunes ne restent pas sur place. Quand ils y sont nés, ils sont renvoyés en métropole. Les très vieux, ils partent à la retraite. Donc, si vous voulez, Isola, ça veut dire que c'est une population constituée d'oiseaux de passage. Voilà, et qui ne se Voilà, marie pas, le voilà. reste. Oui. Merci. Mais c'est une notion intéressante. Je pense que c'est une notion, en fait. Alors, à moins que je me trompe, je ne sais Il n'y pas. a pas de femmes. Et il n'y a pas de femmes. Oui, mais il semble que Isola, sur le. Pas de femmes blanches, je veux dire. Oui, mais il semble que l'usage démographique d'Isola, c'est quelque chose qui est vraiment années 50, 60, 70. Et c'est Oui. une notion qui accompagne la décolonisation, en fait.
Oui. C'est un des outils conceptuels de la décolonisation et c'est très intéressant de ce point de vue-là. Oui. Alors, peut-être on va passer la parole aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, bon, bah, le temps que ça vienne. Moi, j'ai une question. Dans la présentation, quelles que soient les formes de colonies, aucune allusion à l'artisanat. Est-ce que ça ne joue aucun rôle du tout? Parce que, bon, l'appropriation des terres, d'accord, la non-reconnaissance, enfin la non-prise en compte de toutes ces activités, alors disons, c'est pas industriel, mais c'est artisanal. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle là aussi? Parce que, par exemple, bon, je sais pas, dans les statistiques coloniales belges, on ne compte pas, et français, c'est la même chose, on ne prend pas en compte dans le calcul de la production, on prend très rarement en compte, très mal, la production artisanale, qui est une production autochtone en fait. Et alors, ça pose plein de questions. C'est une non-reconnaissance, bien entendu, mais c'est aussi une sous-estimation, une sous-évaluation de la capacité, évidemment, des personnes colonisées à produire quoi que ce soit. Bon, c'est la non-reconnaissance d'une organisation économique, parce que l'artisanat, c'est une organisation familiale, etc. Enfin bref, voilà. Alors, dans ces classifications-là, dans ces classements des colonies, et puis même après, dans les conditions des indépendants. La place de l'artisanat, je m'interroge un petit peu, est-ce qu'elle est complètement nulle? Bon, et puis la même chose, mais ça, on en a un petit peu parlé, la place de l'industrie, somme toute, parce que l'industrie aussi, bon, n'est pas forcément destinée, je pense aux brasseries de Dakar, par exemple, c'est pas forcément exclusivement destiné à une population extérieure. On ne va pas exporter la bière du Sénégal, c'est pour une consommation locale davantage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas attribuer quand même une petite part à cet artisanat, à cet embryon d'industrie destiné à finalement à répondre ou à créer des besoins à l'intérieur? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait en penser de tout ça? Je sais pas si Alors, puisque vous parlez d'embryon d'industrie, je pense que c'est assez tardif. oui, Euh, Ça date plutôt de la fin de la période coloniale, disons de l'entre-deux-guerres. Ça commence dans l'entre-deux-guerres. Il y a il y a des traces d'industrialisation, mais principalement euh, de biens de consommation destinés au marché intérieur. Et ce début d'industrialisation, ce qui est intéressant à le relever, euh, apparaît surtout dans les colonies où il y a des résidents européens, soit en ville, principalement concentrés en ville, et ces produits sont souvent destinés à, à ce marché qui est constitué par la minorité européenne. Pour ce qui est de l'artisanat local, personnellement, je dois dire que j'ai fait l'impasse sur cette rubrique dans la mesure où je me suis surtout intéressé aux biens ou aux facteurs de production qui faisaient l'objet d'une compétition entre les autochtones et les Européens. Donc là, l'artisanat reste plutôt en main, disons, locale, et les Européens ne vont pas entrer dans, dans, dans cette branche. En revanche, la production agricole, c'est quelque chose de très important partout. Et puis évidemment, en Afrique méridionale, c'est la production minière. oui, il y a ça aussi. Et qui est inclus dans cette histoire, enfin, qui est incluse, la production minière de la concurrence très forte. Oui, euh, oui, 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 oui. Alors, la particularité, vous avez peut-être que vous vous en êtes rendu compte, dans les deux pays qui ont été cités comme euh, principales ex-colonies mixtes, il y a le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et ce qui frappe dans ces deux cas, c'est l'importance relative des terres que les Européens s'approprient, contrôlent. Si vous prenez le cas en Afrique du Sud et au Zimbabwe des meilleures terres, disons,
Euh, bon, en Afrique du Sud, c'est déjà 87%, donc c'est difficile de faire beaucoup plus, mais au Zimbabwe, les meilleures terres, c'est 95% en main européenne. Donc la question, c'est pourquoi tellement le pourcentage est tellement élevé dans ces deux cas et à titre de comparaison, plus faible en Algérie, qui tourne autour d'un tiers, disons. Mais évidemment, on ne prend pas les meilleures terres, parce que si vous prenez par région en Algérie les meilleures terres, il y a également les Européens qui apparaissent de manière beaucoup plus forte sur le marché de la terre. Euh, mais c'est dû à la production minière. C'est parce que la production minière exige la mobilisation d'une main-d'œuvre numériquement très importante. Et il faut enlever la terre aux Africains, aux agriculteurs africains, pour les obliger à se mettre sur le marché du travail. Au fond, si vous voulez, l'appropriation de manière disproportionnée des terres dans des économies coloniales mixtes, mais dominées par la production minière, la caractéristique, c'est de mettre la main sur le maximum de terres pour enlever toute possibilité à la main-d'œuvre africaine que l'on veut embaucher euh, de, de, d'avoir une manière de subsister. Oui. On va peut-être. Je vous rappelle, donc c'est juste pour amener un peu d'eau à mon moulin, si je peux dire, c'est que l'apartheid, le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud date de 1991, donc ça fait quand même, hein, ça fait pas mal de temps, déjà 34 ans, et il n'y a toujours pas de réforme agraire. Donc ça veut dire que les Européens, leur nombre a diminué, donc ils étaient environ 21% de la population au moment du démantèlement. Ils sont moins de 15% aujourd'hui. Mais ils continuent de détenir entre leurs mains une majorité des terres du pays. Alors que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a mis à bas le régime de l'apartheid. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut beaucoup de temps. Lorsqu'un modèle est mis en place, comme le modèle de la mixité, il faut beaucoup de temps pour s'en sortir. D'où le qualificatif d'épineux pour l'héritage. C'est très compliqué. Et l'étude qui a été citée en fin d'exposé euh, montre bien à quel point la tâche des personnes qui sont aux commandes est difficile à long terme pour mettre en place des politiques de développement. Dans des cas qui ont connu une telle histoire, un tel type d'implantation durant la colonisation. On va peut-être inviter. Alors, bon, dans les étudiants là, qui sont avec nous, il y en a quand même pas mal qui sont des étudiants en fait qui sont en train de préparer le CAPES. Vous savez, c'est le concours qui permet de devenir professeur au niveau secondaire, professeur d'histoire-géographie. Ils Oui, ont une question d'histoire coloniale très bête, de mon point de vue. C'est moi qui l'enseigne, donc je peux le dire, qui est une question sur l'empire colonial français en Afrique entre 1885 et 1962, plus classique et moins problématisé qu'on ne fait pas. Donc peut-être qu'on va leur proposer de poser leurs questions et vous avez le droit de poser des questions sur l'Algérie en réduisant un peu. Alors, il y a une question, c'est Lina. Merci Lina. Vous disiez au début, donc elle s'adresse à vous, vous disiez au début de cette présentation qu'on constate toujours un héritage épineux de la colonisation dans les colonies de peuplement. Cela est un fait sur de nouveaux sujets, de nombreux sujets, pardon. Néanmoins, je me demandais, est-ce que cet héritage est aussi visible dans les statistiques actuelles des pays que vous avez cités? Elle peut pas, elle s'excuse de ne pas pouvoir parler parce qu'elle doit avoir un problème de son. Voilà, donc, est-ce que cette caractéristique, est-ce que cet héritage est visible dans les statistiques actuelles des pays cités? oui, je pense que
juste, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si, si vous regardez parmi les indicateurs, la distribution des richesses, dans les colonies mixtes, ex-mixtes, la distribution des richesses aujourd'hui est plus inégalitaire que dans les régions euh, où il y avait euh, implantation de colonies dites paysannes. Voilà un indicateur. Alors, l'étude que j'ai citée travaillait beaucoup sur la pauvreté, ça veut dire la lutte contre la pauvreté. Quelle est, quelle, quelle est la capacité de certains pays qui ont été colonisés à lutter, victorieusement ou pas, contre la pauvreté. Et cette étude a révélé, donc c'est un autre indicateur que l'on pourrait retenir, que la pauvreté disparaît plus rapidement ou plus vite dans les ex-colonies dites à économie paysanne que dans les colonies, que dans les ex-colonies mixtes. Je pense, je pense que écoutez, je me suis intéressé, mais je vais peut-être sortir du sujet, mais on reste en Afrique, mais on sort de la colonisation. C'était les retombées de la traite atlantique dans certaines zones d'Afrique occidentale. Et on s'est rendu compte que dans les régions où euh, on allait organiser des razzias pour capturer des hommes, des femmes et des enfants pour être emmenés de l'autre côté de l'Atlantique, il était plus difficile aujourd'hui de mener des politiques de développement. Donc, bon, alors, comment dire, c'est c'est le petit péché mignon des historiens de dire qu'aujourd'hui, euh, euh, que l'histoire compte, que si on se tourne vers le passé, on peut trouver des traces qui pourraient nous faire comprendre ce qui se passe euh, aujourd'hui. Mais je suis convaincu que les relations qui sont extrêmement compliquées aujourd'hui entre la France et l'Algérie viennent du fait que la France s'est trompée en identifiant quelque chose en Algérie et en y implantant un modèle de colonisation qui était totalement inadapté. Donc vous pouvez voir une trace, alors cette fois, dans les relations qui sont particulièrement difficiles. La relation n'est pas difficile entre la Grande-Bretagne et Singapour. C'est pas difficile. Donc il y a quelque chose dans le type d'implantation qui fait qu'aujourd'hui, on, on arrive à détecter, en prenant quelques indicateurs, à détecter où c'est plus compliqué qu'ailleurs. Euh, vous savez que Singapour a été fondé par un Britannique qui s'appelle Raffles. Et il y a une statue de Raffles à Singapour. Singapour est dirigé par des Chinois. Alors, ça m'a beaucoup étonné, ça. Euh, la statue de Raffles est célébrée à Singapour. Le fondateur de la colonie de Singapour est encensé. C'est le père de la nation. Singapour s'est détaché de la Malaisie, maintenant c'est une entité à part. Et puis regardez ce que les étudiants du Cap en Afrique du Sud ont fait de la statue de Cecil Rhodes. Ils l'ont abattu. C'est parce que la relation est compliquée. L'Afrique du Sud, c'est une colonie mixte. Singapour, c'est quelque chose qui est, comment dire, une colonie hors sol. Voilà ce que, vous voyez, ça donne de la profondeur au champ.
Et est-ce que les migrations actuelles, intra-africaines par exemple, influent ou pas sur ce classement, enfin, sur ces différences? Est-ce que vous êtes très grand? Enfin, voilà. Mais, 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 mais vous savez que la fin de la colonisation en Afrique et en Asie, tout le monde s'attendait, parce qu'on connaissait les modèles qui étaient en place. C'était des modèles qui démographiquement n'étaient pas enracinés. C'était des marchands, c'était des administrateurs, c'était des missionnaires. Et ces gens-là, une fois que la colonisation s'est achevée, ils sont rentrés. Et ça, c'était prévu qu'ils rentrent, parce qu'ils n'avaient pas leur place. Combien d'Anglais il y a aujourd'hui en Inde, dans le sous-continent indien? Il n'y a pas de famille britannique ayant fait souche. Il n'y a pas de famille hollandaise ayant fait souche dans l'archipel indonésien. Donc c'était attendu que ces Européens, qui étaient des oiseaux de passage, rentrent chez eux. Ce qui n'était pas attendu, c'est qu'ils soient accompagnés par d'autres. Lorsque le général de Gaulle il accepte la décolonisation et qu'il le déclare, c'est pour que les Maghrébins restent au Maghreb. Et ce n'était pas prévu qu'il y ait ce chemin. Il y a un chemin qui s'est créé et qui va dans l'autre sens. Durant la colonisation, le chemin permettait aux Européens d'aller dans un sens, en Afrique et en Asie, depuis l'Europe, mais ces Européens avaient un statut très particulier. C'était des expats, comme on dirait aujourd'hui à Genève. Il y en a beaucoup des expats à Genève, mais leur destin, c'est de ne pas rester les expats. En revanche, ceux qui partaient en Amérique pour trouver la terre promise, eux, ils restent de la même manière que ceux qui sont venus en Europe après la décolonisation de l'Asie et de l'Afrique et des Caraïbes. Eux, ils viennent pour rester en Europe. Et vous avez donc cette situation qui est très particulière en Europe aujourd'hui et qui crée des tensions. Vous avez des populations qui sont minoritaires numériquement, mais qui ont une histoire particulière. Et ces populations qui ont une histoire particulière doivent la partager avec l'histoire de gens qui sont là en métropole. Et comment écrire la colonisation pour que toutes ces communautés se retrouvent et partagent? Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué et c'est un produit inattendu de la décolonisation. La décolonisation n'était pas censée mettre sur les routes migratoires des millions, entre guillemets, d'ex-sujets d'empire. Ils étaient censés rester chez eux. Mais l'Europe en avait besoin. L'Europe des 30 glorieuses, l'Europe des 30 années de croissance rapide, sans à-coups, sans inflation, avec augmentation du niveau de vie pour tout le monde, avait besoin. Ils sont venus et ils sont restés. Mais c'est l'histoire à partager qui pose un problème. Et l'histoire est d'autant plus compliquée que vous venez d'une colonie mixte. C'est ça que je veux dire. Est-ce que Les ex-Indochinois n'ont pas le même problème que les Algériens en tant qu'immigrés. Et pourquoi? Pour un historien de la colonisation, c'est évident.
Mhm. Je peux vous poser une question de nature historiographique, parce que c'est vrai que vos travaux ont été parmi les premiers en fait à remettre en avant les chiffres et des comparaisons chiffrées. Vous avez parlé de La possession du monde qui est paru en 2000, et c'est vrai que c'était un moment où la production sur tout ce qui était études coloniales, post-coloniales, c'était quelque chose qui commençait déjà à être très actif. Mais c'était très tourné vers le culturel, vers d'autres questions, et on avait perdu de vue un petit peu tout ce qui était chiffré. Comment vous voyez actuellement le renouveau en fait des analyses de la colonisation par les chiffres? Je pense en particulier à tous les travaux qui se sont faits en France, entre autres, et qui sont les travaux qui se sont faits autour de Denis Cognot, parce que c'est pas tout à fait la. Il y a eu quand même l'école d'économie de Paris à un moment. C'est un peu engouffré là-dedans et a commencé à faire des travaux sur la colonisation à partir des statistiques. Comment vous voyez ces travaux-là? Je crois que ces travaux continuent. Mhm. C'est- Je, je m'en réjouis, mais ils sont à l'arrière-plan. Ils sont peu nombreux. Vous avez cité un nom, c'est un économiste. Il y en a d'autres, mais ce sont des travaux qui sont peu nombreux et leurs auteurs n'occupent pas le devant de la scène. Donc nous sommes passés à une autre phase. C'est pour ça qu'au début, je disais que je remerciais Béatrice de m'avoir convaincu que ce que j'ai à dire a sa place ici, parce que je me considère comme quelqu'un qui a été un peu dépassé. Euh, et te dire une chose qui m'a, j'ai repensé à ça, si vous voulez, lorsque j'ai j'ai appris que j'allais intervenir dans ce séminaire. Je me suis souvenu de toutes les années que j'ai passées pour récolter ces satanés chiffres. Toutes ces années. Et vous avez mentionné la possession du monde. J'ai passé beaucoup plus de temps à récolter des chiffres et à les homogénéiser, à les traiter, à les mettre en tableau qu'à écrire. Le livre, c'était facile à écrire. Et là, il y a quelque chose d'un peu contraignant, si je peux dire. Et puis, c'est peut-être aussi la marque d'une génération. J'ai été formé d'une certaine manière, mais on acceptait, il y avait une sorte d'abnégation. Ça veut dire, on vous disait, écoutez, vous en avez pour 10 ans. Puis vous disiez, bon, ok, on y va. Quand est-ce qu'on y va? On y va. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire ça. Bon. Oui, puis l'école d'économie, ils ont des moyens financiers. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a aussi le numérique qui fait que Voilà. vous n'aviez pas Gallica pour aller chercher les Oui, chiffres. c'est des bases de données, enfin, petites mains. Vous Ouais. n'aviez pas de petites mains. Mais ça, pour faire des bases de données, c'est essentiel. Mais on est dans une autre dimension, je pense. Ouais, c'est sûr. Mm. Mais l'histoire sérielle ou l'histoire quantitative des années 60-70, c'est quand même un moment où elle est très forte. Elle ne fait pas non plus une place énorme en fait à tout ce qui est colonisation. Ça n'intéresse pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en connais, c'est la partie française. Il n'y a pas un intérêt démesuré. Il y a eu des travaux. Hein, je pense aux travaux de Mouchy, par exemple, d'André Mouchy. Il y a eu un peu des travaux, mais il n'y a pas eu tant de travaux que ça. En fait, c'était une histoire qui était très occidentalo-centrée, en fait, cette histoire syrienne, il me Il y semble. avait d'autres enjeux. Ouais. Oui, je pense que le moment où, à partir du moment où certaines personnes ont commencé à s'intéresser au phénomène colonial, mais pour établir des sortes d'annuaires statistiques. Alors, il en existe des annuaires statistiques rétrospectifs. Dans le monde anglo-saxon, dans les années 1980 à peu près, vous avez toute une série de publications qui sont euh, dues à des auteurs qui se sont attelés à une tâche très précise, à savoir récolter le maximum de chiffres et de les agencer pour présenter un territoire colonisé. Et il en existe comme ça un certain nombre.
je me souviens plus, je les avais consultés. Ils sont évidemment de qualité variable, comme toujours, mais il y a eu un mouvement. Mais au moment où ça s'est passé, j'ai l'impression que la constitution des bases de données est tombée un petit peu en désuétude, ou bien les gens se sont désintéressés. Euh, il existe en Suisse un fonds qui sont des subsides fédéraux, au niveau fédéral. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais proposé un projet pour être financé. Le financement a été refusé. C'était un projet pour établir une base de données. Et c'était pas le moment. C'était les années 90, je crois, ou 1990. C'était passé, peut-être passé de mode. Euh, Maintenant, je vois les travaux qui sont faits en Suisse parce que la Suisse commence à s'intéresser à, comment dire, à son statut de pays non colonisateur, mais ayant quand même participé d'une certaine manière à l'expansion européenne dans les contrées d'outre-mer et d'avoir participé, d'y avoir été impliqué. Mais toutes ces études, c'est comment dire, c'est de l'histoire culturelle. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que c'était la mode de l'histoire culturelle. Là, vous faites allusion, peut-être, il y a un livre là, qui vient de sortir sur la Genève post-coloniale. Coloniale et post-coloniale. Mais il y a les travaux de Sandra Bott aussi, auxquels vous avez participé. Elle a soutenu sa thèse il y a quoi, il y a 4 ans, je Oui, sais plus, justement sur. Bah, et là, on n'est pas dans l'histoire culturelle, on est vraiment dans l'histoire des relations entre la Suisse, du soutien de la Suisse à l'apartheid. Mm. oui, oui. Alors, vous avez à l'Université de Genève, mais je crois que maintenant c'est en train d'un petit peu péricliter, mais historiquement, si on prend les 30 ou 40 dernières années, à Genève, vous avez une histoire économique, Oui, et puis à Lausanne, vous avez comment dire, une histoire des politiques économiques. Oui, Mm. oui. La caractéristique de Lausanne, autour de quelques enseignants, et Béatrice connaît Sébastien Gay, qui est un héritier, c'est une histoire, et c'est très bien implanté à Lausanne, une histoire des politiques économiques. Et la thèse de Sandra Bott tourne, comment dire, adopte également cette approche. En revanche, à Genève, et suite évidemment à la venue de Paul Béroc, vous avez une tradition d'histoire économique comparative et internationale. Dans les travaux de Gareth Austin. Oui, oui, oui. Et qui continue. Ouais. Pardon? Oui, qui continue. Oui, Gareth Austin, il est à Cambridge. Non, alors Gareth. Gareth Austin n'est plus à Genève. Il est à Cambridge. Mais Il est parti pour son plus grand bien, je crois, et pour son plus grand plaisir à Cambridge. Mhm. Mais oui, on a un institut à Genève, des hautes études internationales, qui ont accueilli des historiens économistes pur jus venant du monde anglo-saxon, Ouais. dont l'un des représentants les plus appréciés et illustres était Gareth Austin. Mm. il n'y a pas de questions là. Attendez, je regarde. Si vous les posez, tout le monde dort. Non, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Problème de connexion, ça peut arriver Non. aussi. Ah, allez-y. Ok, merci pour cette présentation. En fait, j'aimerais revenir sur la question que Béatrice Touchila a posée par rapport à l'artisanat local, l'artisanat autochtone. Si on prend par exemple le cas des colonies de peuplement comme le Gabon, je prends par exemple le cas du Gabon, ben, on se rend compte que dans les statistiques, en fait, il y a l'absence de données sur l'artisanat local dans les statistiques coloniales, par exemple, du Gabon. Bon, après, lorsqu'on lit Laurent Héberger dans le livre qu'il a dirigé avec Régis Bola sur les industries coloniales en contexte colonial, ben, il dit que l'artisanat et l'entrepreneuriat autochtone se font distraits. Lorsqu'on regarde par exemple le cas du Gabon, ben, on se rend compte que lorsqu'on
comme ça on met les statistiques ou les données, les informations fournies par les sources. Ben, en fait, les ouvriers, par exemple, ou les apprentis qui sortent des écoles, des ateliers écoles qui ont été mis en place par les missionnaires ou l'administration coloniale, par exemple, dans le cas du Gabon à partir des années 40, ben, on dit juste que les sources disent juste que en fait, certains apprentis se sont mis à leur propre compte. Ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de détails. On ne détaille pas est-ce qu'il y a eu la naissance de cet artisanat ou de l'entrepreneuriat autochtone, en fait. Donc, moi, je suis resté un peu à ma faim lorsque il y avait pas, euh, au niveau des réponses, en fait, je m'attendais peut-être à avoir plus d'éléments, pas seulement dans les colonies de peuplement, mais aussi dans d'autres. Mais lorsque Béatrice a posé cette question, ben, je me suis dit, ben, si, je ne sais pas si c'est pareil aussi dans d'autres colonies, qu'il y a, en fait, l'entrepreneuriat et l'artisanat local se font distraire, ou bien c'est peut-être une absence des données statistiques qui font en sorte qu'on n'arrive pas à mettre en valeur, à pouvoir affirmer, par exemple, pour dire s'il y a eu réellement un artisanat local ou un entrepreneuriat qui est né à cette époque. Merci. Oui, écoutez, je suis désolé, je sais que j'ai répondu de manière incomplète, mais il y a une raison évidente à ça, je ne me suis pas intéressé à la question. Et si cette question a pu retenir par le passé mon attention, c'était sur le degré de destruction. Ça veut dire dans quelle mesure la colonisation, euh, avec l'arrivée de produits, donc à travers les échanges, de produits manufacturés, donc ça commence à peu près à partir du premier tiers du 19e siècle, dans quelle mesure cette pénétration manufacturière a contribué à la destruction et à quel degré, dans quelle mesure, à la destruction de choses qui existaient déjà avant sur place, soit en matière d'artisanat, soit en matière d'industrie dite traditionnelle. Alors, c'est principalement le textile qui est la branche qui m'a le plus retenu. Et il faut dire que, et je l'avoue, je me suis beaucoup plus intéressé à l'Asie, où il y a la branche textile traditionnelle était très importante et qui a été laminée par l'arrivée des produits manufacturés britanniques. Donc, si j'ai répondu incomplètement, c'est à cause de mon désintérêt pour l'artisanat en Afrique. Et vous m'envoyez désolé. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de chiffres. Enfin, il n'y a pas de chiffres. C'est extrêmement difficile d'évaluer pour l'administration coloniale, comment évaluer la production artisanale locale. C'est impossible parce que ce ne sont en général pas des biens, des marchandises qui sont destinés à des marchés réguliers. C'est limite, à la limite, c'est pas une activité monétarisée. Donc elle rentre pas dans les cadres en fait. Ça doit être très très difficile. J'ai pas. Mais même dans les blue books britanniques, là, quand il faut l'énumération de la production de différentes marchandises, les produits artisanaux, je pense qu'il faut vraiment les chercher. Enfin, il faut chercher aussi les colonnes qui auraient pu être remplies, parce que la monnaie, elle reste vide. Il faut voir, hein, mais tout ça, bon. Où sont les produits artisanaux, enfin artisanaux, on parle de l'artisanat local, dans les statistiques coloniales, c'est pas facile, hein. Oui, alors je me souviens que nous avions contourné l'obstacle en son temps en considérant l'évolution des importations de produits manufacturés, notamment de produits textiles, en rapportant ça à la démographie des régions où il y avait une implantation d'industries traditionnelles, de certaines branches dites manufacturières, mais euh, euh, autochtones. Donc, si les importations augmentent indirectement, cela veut dire qu'il y a un début de destruction de ce qui était en place. Mais évidemment, c'est une mesure très indirecte.
Et ça rejoint ce que vous dites, à savoir qu'il n'y a pas de relevé statistique pour l'artisanat et pour les industries traditionnelles en tant que telles. Ok, merci. Oui, merci pour vos réponses. En fait, je posais cette question parce que ça fait cette question de l'artisanat et de l'entrepreneuriat local, en fait, c'est un chapitre de ma thèse. Mm. Et donc, les données statistiques que j'ai pu recueillir aux archives d'Aix-en-Provence, Oui, que ce soit sur les archives des missionnaires, que ce soit la mission catholique, les archives de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit à Paris et ceux de la mission évangélique de Paris également. Ben, dans ces oui, statistiques, en fait, il y a une absence totale en fait, de cette question de la naissance de l'artisanat local après l'apprentissage de ces, on va dire des élèves, on va dire des apprentis dans des écoles, dans des ateliers écoles confessionnelles et oui, publiques. oui, oui, Donc, en fait, je merci déjà pour l'organisation merci à Béatrice de vous avoir invité parce que je m'attendais à cette question pour pouvoir étoffer, pouvoir oui, avoir oui, quelques oui, idées, oui, étoffer oui, mon chapitre sur cette question de l'artisanat. Mais bon, on va s'en oui, tenir, on va s'en tenir des données qui sont absentes et puis voilà, on fera une oui, analyse oui, sur oui, ça. oui. Merci beaucoup. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Il y a aussi un intérêt historiographique, c'est-à-dire que les Européens se sont intéressés notamment à l'Afrique occidentale, juste avant la colonisation, se sont intéressés aux produits qui étaient exportés par cette région. Et c'était des produits agricoles et pas des produits issus de l'artisanat. Donc, ils se sont intéressés à ces produits-là et ils se sont rendus compte que ces économies africaines, qui n'étaient pas encore colonisées, avaient la capacité, grâce à des paysanneries très entreprenantes, avaient la capacité de produire des surplus et qui étaient exportés notamment en Europe. On peut citer l'exemple des oléagineux, qui est un type de produit, une gamme de produits très importante. Et, mais, mais comme, comme n'apparaissait pas euh, dans les produits exportés par l'Afrique occidentale avant la colonisation des produits artisanaux, par exemple du textile ou bien d'autres produits manufacturés, disons, alors l'intérêt s'est porté sur l'agriculture. Et il faut dire que l'Afrique occidentale, avant et durant la colonisation, et encore aujourd'hui, dans une très large mesure, euh, euh, a une agriculture qui est dominante et pas une industrie. Et ce n'est pas le cas de certains pays en Asie qui ont été colonisés, qui étaient industrialisés auparavant, qui ont subi une désindustrialisation et puis une réindustrialisation par la suite. Donc, l'absence, au fond, de quelque chose que l'on pouvait, euh, euh, qui était visible aux yeux des Européens, a fait on a négligé cette, cette branche économique de l'artisanat ou des industries traditionnelles en Afrique occidentale. Madame Bah, Touchelet, oui, je, Oumarli, parce que là, on va très avoir très la brièvement, enfin, il y a une, il y a quand même une question dans une colonie comme le Soudan français où il existait un artisanat textile qui était relativement important et en concurrence un projet d'expansion de la production de coton pour l'exportation en métropole provenant de coton, du coton en culture sèche et également en culture irriguée. Il y a quand même une question d'invisibilisation de substitution du coton importé, enfin du coton, oui, des semences de coton importé au coton local. Euh, et donc de concurrence et d'invisibilisation de l'artisanat textile traditionnel, avec des mouvements de va-et-vient en fonction de la conjoncture internationale. On assiste notamment à une espèce
de résurgence du coton traditionnel et donc de l'artisanat textile traditionnel dans le contexte de la dépression des années 30, qui est assez manifeste et qui est retracé, qui est suivi dans les archives, notamment dans les archives coloniales, les archives administratives. Mais juste, ça m'amène à parler vous avez évoqué Gareth Austin, et il parle du risque de compression de l'histoire quand on fait comme ça des rapprochements entre une situation historique donnée et les situations actuelles. Alors, cette thèse de la compression de l'histoire est probablement aussi un des éléments qui permet de réconcilier les points de vue les points de vue critiques que Madame Siebeud évoquait concernant les travaux de Acemoglu, Johnson et Robinson. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de la compression de l'histoire et comment est-ce que vous l'assumez dans le contexte de vos travaux? Merci. Et je vais essayer de vous répondre très rapidement parce que je crois que les organisatrices sont tenues de tenir un délai. Je vais vous répondre indirectement. Le plus grand exportateur de textiles du monde au début du XVIIIe siècle, c'est l'Inde. Donc, pour des questions de visibilité, c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai que vous avez dans beaucoup de contrées des activités, mais qui n'apparaissent pas de manière consistante au niveau des produits qui circulent sur le marché international. Si les textiles indiens ont une telle place, c'est que c'était, comment dire, c'était très significatif et les Européens ont longtemps cherché. Donc il faut toujours voir ce qui préoccupe les gens qui écrivent l'histoire et d'où ils écrivent l'histoire. Et les Européens ont été beaucoup concernés par comment dire, la capacité de l'Europe à se protéger de cette concurrence indienne au niveau des textiles, à imiter les textiles indiens et en retour, une fois que la domination des Anglais a été assurée sur le sous-continent, d'exporter et de faire concurrence ensuite à ces produits. Donc, c'est vrai que les produits qui restent au niveau des régions, qui ne sont pas exportés, qui ne circulent pas au dehors, ne sont pas visibles. En revanche, ceux qui arrivent, alors, ce sont les Indiennes, je pense surtout aux Indiennes. Vous savez, les Indiennes, on les appelle comme ça parce qu'ils étaient fabriqués en Inde. Et puis que les Européens et les Britanniques, surtout au début, ont essayé de les imiter parce qu'ils n'arrivaient pas à les concurrencer et que ces Indiennes, ces textiles avaient une force de pénétration sur sur les marchés internationaux qui était très grande. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, de toutes les régions ni de toutes les productions que vous mentionnez. Donc, c'est une question d'échelle, si vous voulez, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va être obligé de rendre la salle et son bel écran. Pour ceux qui ne sont pas là, bien sûr que c'est un bel écran. On a eu du mal à y accéder, donc c'est pour ça que je me félicite cet écran. Et alors surtout, merci, hein, Bouddha et Temad. Merci à vous, merci à Béatrice, merci à C'est encore plus dur Emmanuel, à merci aux distance. étudiants. Vraiment, c'était très très riche. Ça te donne envie d'une prolongation un de ces jours. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on reste Merci, en avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Et bon après-midi à À vous. bien- à bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Merci, merci Donne pour tout. Au rendez-vous revoir. Au revoir. le 29 janvier. Alors, ce sera sans doute à distance aussi. Pour là, on sera plus sur une sorte de Madagascar avec Samuel Sanchez. Voilà, pardon. Merci à vous. Donc, la séance est enregistrée. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on mettra sur les sites, évidemment, ad hoc, hein, les différents enregistrements.